19h30, une fin de journée comme une autre dans ce tabac-journaux de la banlieue de Toulouse. La buraliste s'apprête à fermer son commerce, mais un client de dernière minute passe la porte. Il est cagoulé, ganté et sort une arme. Il braque la femme derrière la caisse, puis la buraliste. Il exige la recette du jour. Par peur ou inconsciente du danger, les deux femmes restent étonnamment calmes. Contre toute attente, le braqueur tourne les talons et repart bredouille. Ce n'est qu'une fois qu'il a quitté les lieux que les deux femmes réalisent que la situation aurait pu dégénérer. Ce type de scène qui fait froid dans le dos se répète hélas souvent. Au nord de Toulouse, nous avons retrouvé la victime de cette tentative de vol à main armée. Bérangère tient ce commerce avec son mari Joël depuis 4 ans. 4 ans sans aucun incident, jusqu'à ce soir-là. Il est arrivé de là en marchant. Il est rentré avec un sac donc, sur la tête. Et donc là, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Il arrive à peu près ici, il a baissé le sac. Et il a pris le revolver à la main et il a dit c'est pour un braquage. Tout s'est passé très vite. Mais la buraliste a un souvenir précis du braquage. L'événement est marquant et le raconter est toujours éprouvant. J'avais une amie qui était juste là derrière et qui malheureusement s'est fait braquer avec moi par la même occasion. Donc il a braqué d'abord elle lui a dit non. Et puis après il s'est retourné vers moi, il m'a mis le revolver entre les deux yeux et il m'a demandé de lui donner la caisse. Et là, avec le revolver braqué à quelques centimètres de son front, Bérangère a une réaction pour le moins surprenante. J'ai dit non. Je dis il n'y a pas d'argent dans la caisse. Et là il m'a posé le revolver pratiquement, il s'est donc encore plus rapproché. Il m'a dit donne-moi-le ou je te mets une balle. Mais j'ai dit mais ça sert à rien que tu me tues parce que tu me tues. J'ai dit parce que de toute façon il n'y a pas d'argent à te donner. Donc que tu insistes ou que tu insistes pas, j'ai pas d'argent, je peux pas te donner ce que je n'ai pas. Si Bérangère n'a rien dans la caisse, c'est que par précaution elle la vide régulièrement. Face à l'aplomb de la buraliste, le braqueur est déstabilisé. C'est sans doute la témérité de Bérangère qui l'a mise en déroute. Et là il est reparti, il a dit tu fais chier, il a mis son arme dans le sac à dos et il est reparti en marchant. Ça aurait pu plus mal tourner que ça. Les cigares, j'ai plus. Au final, le braqueur est parti les mains vides. Mais il a laissé à ce couple sans histoire un sentiment d'angoisse. Avant, un braquage à main armée, c'était pour braquer une banque, on volait 500 000 € et puis voilà. Aujourd'hui, c'est carrément une arme pour voler 50 €. C'est vrai que c'est très inquiétant, aussi bien pour notre profession que pour tous les commerçants et pour tout le monde, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. À Toulouse, les vols et les braquages sont en recrudescence. Mais dans cette agglomération qui gagne 6200 habitants chaque année, ce n'est pas le seul problème que rencontrent les forces de l'ordre. La ville attire de nombreux étudiants, séduits par la réputation festive qui colle au sud-ouest, des fêtes bien arrosées qui peuvent mal tourner. Un jeune de 17 ans sur 3 s'enivre régulièrement. C'est bien plus que la moyenne nationale. Totalement sous, les fêtards deviennent des proies idéales pour les délinquants mal intentionnés. J'ai 2 jeunes filles alcoolisées qui ont été accostées par un groupe de jeunes. Dans le centre-ville, les pickpockets prospèrent. En 2014, les vols à la tire ont bondi de 55%. Monsieur, vous êtes rien fait voler? Si, le téléphone. Pendant plusieurs soirées, nous avons suivi en parallèle le PC vidéo et Laurence, qui patrouille sur le terrain. Il est parti en courant, il a traversé Wilson, il est parti vers le Capitole. Bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Des nuits tumultueuses dans le centre-ville et dans l'agglomération, des journées où s'enchaînent les cambriolages. Ça fait 5 fois que vous êtes cambriolé? 5 fois. Ah ouais. 1600 cambriolages dans la grande couronne toulousaine en 2014. Une moyenne de 4 par jour. Avec 9500 crimes et délits, la compagnie Toulouse-Saint-Michel est la première de France en nombre d'affaires à résoudre. Gendarmerie! Gendarmerie! Nous avons passé plusieurs mois avec Sylvain, Hervé et Yakout de la brigade de recherche. Une unité en charge des enquêtes au long cours. C'est qu'il y a une arme de guerre qui est dehors et on ne sait pas, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils font de cette arme. Ils sont catégoriques, ils sont formels, c'est pas cette arme. Ces enquêteurs chevronnés vont avoir affaire à un réseau très organisé de voleurs de cartes bancaires. Au moment où vous faites votre code, il le voit, lui. Eh bien oui, il était à côté de moi.
Des escrocs aux méthodes inédites. C'est un magicien, le gars. C'est pas moi qui vole, vous racontez. De la délinquance de rue aux agissements machiavéliques de bandes organisées, immersion dans le quotidien des gendarmes de Toulouse. À la brigade de recherche de Toulouse-Saint-Michel, Yacout est en charge du braquage au bureau de tabac. L'enquête s'annonce difficile, car si le malfaiteur semble inexpérimenté, il a tout de même pris ses précautions. On s'aperçoit que l'individu qui entre ne touche à rien. Donc il est cagoulé, ganté, donc en fait on n'a vraiment rien sur cette tentative de vol à main armée. Donc on se base sur les auditions des deux victimes. Et la particularité, c'est l'arme. L'arme pointée sur les victimes est atypique. Ce n'est pas le pistolet automatique habituellement utilisé par les braqueurs, c'est un revolver. Sur les images, on distingue un canon fin et un barillet. Pour les enquêteurs, cette arme est un indice sérieux. Ils entendent Bérangère, la buraliste. Malgré la peur, elle se souvient très bien du revolver. Elle le décrit ancien, rouillé, une sorte de Colt. Après des jours de recherche, Yacout et Sylvain découvrent que c'est un revolver d'ordonnance, une arme de collection dont il reste très peu d'exemplaires en circulation. Dans leur dossier, les gendarmes en trouvent une justement à Toulouse. Les enquêteurs soupçonnent un homme d'être l'actuel détenteur du revolver. Ils se rendent à son domicile. Le suspect habite dans cette résidence, non loin du village où a eu lieu la tentative de vol à main armée. Monsieur, c'est la gendarmerie. Si vous voulez bien nous ouvrir. Bonjour. Le jeune homme d'une vingtaine d'années vit seul avec son chien. Il est déjà connu pour vol. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. D'après plusieurs témoins, c'est le dernier à avoir eu le revolver. Pourtant, il va commencer par nier. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc d'audition en audition, il s'est avéré que vous avez récupéré été 2014 ce type de pistolet. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Ce pistolet, vous l'avez récupéré. Si je viens chez vous aujourd'hui, c'est que je sais que vous l'avez récupéré. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous dis, c'est pas vous que je viens de voir. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est ce pistolet. Je l'avais dégagé. Non, ça, c'est pas vrai. Ah si, le pistolet, je l'avais dégagé, madame. Alors, où vous l'avez dégagé? J'ai donné un gitan. Voilà, donc moi, tout ça, je veux savoir quel est ce gitan. C'est trop facile de dire je l'ai donné à un gitan. À quel gitan vous l'avez donné? Il s'appelle... Le jeune homme reconnaît finalement l'arme, mais il ne l'aurait plus. Il l'aurait donné à une connaissance. Bizarrement, il n'a pas ses coordonnées. Pour s'assurer qu'il ne ment pas, Yacout lui met la pression. De toute façon, c'est pour vous. Mieux vaut que vous me donniez son numéro de téléphone, sinon c'est vous qui allez prendre. Ok. Le jeune homme leur donne finalement le contact. Malgré tout, Yacout et Sylvain fouillent son appartement. Vos vêtements, vous les mettez où? La recherche est vaine. Aucune trace de l'arme. C'est le seul placard que vous avez? C'est le seul placard que j'ai. Direction le nord de Toulouse. Yacout et Sylvain vont faire une perquisition dans la maison où le revolver serait caché, chez une famille de gens du voyage sédentarisés. C'est la gendarmerie. C'est que je voulais voir. Hein. Donc, apparemment, vous auriez... vous voulez bien vous lever que je vous parle? Voilà. Apparemment, vous auriez récupéré une arme qui m'intéresse. Hein. Sans emploi, ce jeune homme d'une vingtaine d'années vit encore chez ses parents. Vous l'avez toujours cette arme ou pas? Il semble comprendre immédiatement de quelle arme Yacout lui parle. Mais en haut de l'escalier, une mauvaise surprise attend les enquêteurs. Non, c'est pas celle-là qu'on vous a passée. Il leur présente un Magnum, une arme qui n'a rien à voir avec le Colt du braquage. Une autre, une plus vieille. Qui c'est qui vous l'a remise, celle-ci? Quelqu'un qui habite à Boulogne. Qui s'appelle comment? J'ai pas son nom. Comment? Je sais pas. Il vous l'a remise quand, cette arme? Les deux jeunes ont bien échangé une arme, Un petit moment, je me rappelle plus. mais pas celle que les gendarmes recherchent. Vous avez une autorisation pour ça? Non? Est-ce que vous en avez une autre? Et étonnamment, dans cette chambre, il n'y a pas qu'une seule arme. C'est votre chambre? Un pistolet à billes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un pistolet à billes factice et un Magnum bien réel. 2 armes pour un seul jeune. Aux yeux des enquêteurs, c'est suspect. Ils perquisitionnent la chambre. Après 1 heure, la fouille ne donne rien. L'homme est un passionné d'armes, mais il n'a pas le revolver du braquage. Quoi, ça? Il a tout de même droit à une leçon de morale. Mais vous
Qu'est-ce que vous avez tous avec ces armes là? Pistolet à billes. Ben, pistolet à billes, ouais, enfin, si je vous braque dans la rue avec ça, vous n'êtes pas censé savoir que c'est un pistolet à billes, on est bien d'accord? Sylvain saisit le Magnum, car sa détention est illégale. Mais il repart sans le Colt, qui reste pour l'instant introuvable. Cette piste s'arrête là. Aux dernières nouvelles, l'enquête suit son cours. À l'ouest de la périphérie toulousaine, Hervé et Sylvain ont été appelés pour un vol de carte bancaire. Un vol au scénario redoutable et totalement insolite, dont les cibles sont toujours des personnes âgées. C'était quand les faits? Lundi. Lundi matin. D'accord. 2 jours auparavant, comme à son habitude, cette vieille dame vient retirer de l'argent dans ce distributeur. À l'intérieur? Mais sa routine est perturbée. D'accord. Donc au départ, vous êtes toute seule. Oui, je suis toute seule. Hein? Donc vous faites votre opération, etc. Voilà les images de vidéosurveillance du retrait de la vieille dame. Et ensuite, donc comment ça se passe? Au départ, est-ce que vous sentez une présence ici autour de vous? Non, mais quand je suis retournée, il était là, à peu près, où il y a le monsieur. Là où il y a mon collègue? Mais oui, mais il tournait le dos. L'homme se rend au distributeur juste après elle, puis se dirige immédiatement vers la vieille dame. Lorsqu'elle revient à sa voiture, l'homme qui lui tournait le dos va l'aborder. Ouais. Pas fermer la portière. D'accord. Et là, il est arrivé, il m'a interpellé, il m'a dit voilà madame, vous avez fait une erreur, vous avez un billet de 10 €, vous avez oublié. Il vous remet le billet de 10 €? Oui. D'accord, donc il vous remet le billet de 10 €. Vous le gardez ce billet? Oui. D'accord. Donc, et ensuite, vous retournez avec lui? Vous êtes descendu de voiture? Il m'a dit suivez-moi, je vais vous expliquer. Ce billet de 10 €, l'homme prétend qu'il est sorti du distributeur après le départ de la personne âgée. Et pour annuler l'opération, il lui conseille de revenir à la banque. Pour gagner sa confiance, il lui donne l'argent, puis l'entraîne à l'intérieur pour plus de discrétion. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Vous mettez votre carte, D'accord. et puis il m'a dit vous faites votre code. D'accord. Et donc, au moment où vous faites votre code, il le voit, lui? Eh bien oui, il était à côté de moi. D'accord. Là encore, les caméras ont tout filmé. On voit l'homme entrer avec la dame. Pour ne pas l'alarmer, il s'écarte, faisant semblant de retirer lui aussi de l'argent. Mais dès que la personne âgée commence à taper son code, il fonce sur elle pour voir les chiffres. Donc il discute avec vous. Ouais. Et là? Et là, moi, je lui ai dit, j'ai plus de carte maintenant, qu'est-ce que je fais pour récupérer D'accord. les cartes? Donc là, vous lui demandez comment je fais pour récupérer ma carte. Et là, il m'a dit, c'est la machine qui les a gardées, mais la banque vous les ramènera demain. D'accord, puisque l'agence était fermée. Voilà. D'après l'homme, le distributeur aurait avalé la carte. De retour chez elle, la vieille dame s'inquiète. Elle vérifie ses comptes et s'aperçoit que près de 2000 € ont été retirés. Pour cette retraitée, c'est une grosse somme. Mais le premier jour, je me sentais très mal. Je ne pouvais plus arriver à manger, je ne dormais pas. Enfin, j'ai été contrariée, quoi. Ouais. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai suivi? Pourquoi je l'ai écouté, quoi? Ouais. Vous en vouliez un peu? Je m'en voulais, oui. Ouais. La personne âgée s'est faite avoir et elle est loin d'être la seule. Hervé pense qu'elle a été victime d'un réseau qui écume la banlieue de Toulouse. Alors à la gendarmerie, branle-bas de combat. On a tout le monde, non? BR, oui. Le commandant de la compagnie a réuni ses enquêteurs. Parmi eux, Hervé et Yacout. Il faut répertorier tous les vols de carte bleue, commune par commune. Et la liste est longue. Donc Fronton, on est bien d'accord, on a 2 faits, on a lundi 16 mars et dimanche 3 mai, la Banque Populaire Occitane, toujours Fronton, aux environs de 10-11 heures. Donc Castelginest, alors on a des faits du dimanche 19 avril à midi, où là c'est le DAB de la Banque Populaire à Aucanville. Après il y a un fait le 2 mai. Donc cette fois c'est pas la même banque, c'est la banque postale à Aucanville, sur la route de Fronton aussi. L'Union ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 faits, ça ferait 8 faits. Ouais. 8 vols dans cette commune. Et dans l'agglomération, une vingtaine au total. Et ces escroqueries ont tout un point commun. Un mode opératoire machiavélique. La gendarmerie a récupéré les images d'une autre banque. On y voit une nouvelle victime, et à nouveau un homme qui joue les bons samaritains. Toujours cette même façon d'opérer. L'homme observe le code, ensuite tout va très vite.
En une fraction de seconde, il prend la carte, puis la glisse dans la poche arrière de son pantalon. Au ralenti, on voit le tour de passe-passe. Avec son bras gauche, l'individu distrait l'attention et dissimule en même temps sa main droite qui saisit la carte. Au final, la victime ne s'aperçoit de rien et pense que sa carte a été avalée. Les voleurs agissent lorsque l'agence est fermée, impossible donc de la réclamer. Une méthode infaillible, à un détail près. Il faut agir à visage découvert. Les gendarmes ont donc fouillé dans leur base de données. En comparant les images issues des vidéosurveillances et les photos des individus déjà connus pour escroquerie, ils ont réussi à identifier une partie des malfrats. On a une quinzaine d'individus de Marseille qui agissent en binôme. Les voleurs de cartes bancaires sont donc des Marseillais et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce sont des multirécidivistes, plusieurs fois condamnés pour vol et escroquerie. Pour échapper aux forces de l'ordre, ils sont très mobiles et frappent partout en France, toujours loin de leur ville d'origine. En ce moment, les Marseillais agissent sur la région toulousaine. Une première pour le commandant Weckmann. Chez moi, c'est du jamais vu, c'est clair. Là, on regarde ce qu'on répertorie, on a quand même une quinzaine de faits, voire 20 faits. Donc, ce qui devient énorme quand même. Puis ce qui devient énorme, c'est le préjudice aussi. Si on part d'un principe, 600 € en moyenne de préjudice par victime, on multiplie par 20, on est quand même déjà sur du 12 000 € de préjudice. Si quand même on commence à être conséquent. Moi, l'objectif, c'est de le localiser rapidement et mettre fin à leurs agissements. Pour les enquêteurs, retrouver ces escrocs devient une priorité. Mais problème, comment les retrouver dans une agglomération d'1 million d'habitants? Pour cela, Hervé a sa petite idée. La commune où a été commis le vol est équipée de caméras de vidéosurveillance. Grâce aux images, l'enquêteur espère repérer un véhicule. Les gendarmes se rendent donc dans les locaux de la police municipale, où ils vont pouvoir visionner les images enregistrées le jour des faits. Alors, voilà, ça c'est la victime. Donc ça c'est la victime. Ça c'est la victime à droite. Comme à chaque fois, la victime est une personne âgée. Dans une rue voisine, les gendarmes repèrent un individu suspect. On remonte un tout petit peu celle-là, là. Il ressemble à l'un des voleurs filmés par les caméras des banques. On le voit bien de face. Voilà. Stop. Ouais, c'est bien lui. Ah, là, elle est belle, celle-là. C'est ce qu'il m'a dit de l'audition. Là, je le vois là. Il est là, voilà. Il regarde tout bas derrière. Ouais. Il va aller le chercher, ils font demi-tour. Quelques minutes plus tard, ce même individu rejoint la victime. Les gendarmes découvrent alors pour la première fois la technique du billet de 10 €. C'est énorme comme il a mis en confiance. Mais tous ils le disent, ils font. Il est heureux, c'est un truc, mais. Le mec il fait propre, gentil. C'est un magicien le gars. Mais le mec, attends. Mec, déjà il arrive avec de l'argent, il est super honnête. Il vient de te dire que ça continue à sortir, donc forcément c'est honnête pour toi. C'est honnête. Les enquêteurs scrutent toutes les vidéos du secteur autour de l'heure du vol. Ils sont sur la piste de l'homme à la casquette. Ils espèrent le voir monter dans un véhicule. Voilà, ça y est. Les gendarmes viennent de le retrouver sur le parking d'un supermarché. Il monte dans cette voiture. Au volant, sûrement un complice. Les escrocs agissent donc en binôme. Et sur ces images, on peut même lire la plaque d'immatriculation. Grâce à une rapide vérification dans les fichiers, Hervé apprend qu'il s'agit d'un véhicule de location. Il a enfin une piste solide pour retrouver les voleurs de cartes bancaires. Et là, on va avoir différents renseignements, le permis, peut-être le numéro de... Ah, ça va dérouler. Ah là, c'est une belle avancée, bravo les gars. Mais pour Hervé et Sylvain, la partie est loin d'être gagnée. Ils doivent contacter la société de location au plus vite. Ça sonne. Les Marseillais ont-ils encore la voiture? Où l'ont-ils louée? Ont-ils donné leur vrai nom? On avance. Appelle tout de suite les sociétés sur Toulouse et Blagnac pour voir s'il n'y a pas ce numéro de bagnole qui est dans leur parc. Les enquêteurs espèrent que le véhicule n'a pas encore été rendu, de façon à intercepter les escrocs lors de sa restitution. Oui, bonjour, Jean-Louis de Toulouse. Mais rien ne dit que les individus ont loué la voiture à Toulouse. C'est le suspense. Toulouse, Marseille, Aubagne. Non, pas à Cayenne, hein. Aubagne, la ville. Marseille. Ah. Mauvaise surprise. La voiture sera donc restituée dans la cité phocéenne. À l'autre bout du fil, l'agence lui donne une autre information capitale. Le titulaire du contrat.
Et là, nouvelle déconvenue. Ah, c'est le nom d'une femme, ça. C'est une femme qui a loué la voiture. Pourtant, aucune femme n'est vue sur les images. Pour les gendarmes, pas de doute, c'est un prête-nom. Reste à savoir si le véhicule est toujours loué. Sinon, l'avance qu'il pensait avoir sera perdue. 24 04 21 mai. 21 mai. Parfait. Sur quoi se base, nous ? Les voleurs présumés sont censés rendre la voiture à Marseille dans 10 jours. Pour Hervé et Sylvain, le compte à rebours est lancé. Avec son toit blanc, la voiture est plutôt reconnaissable. Un bon point pour la retrouver avant qu'elle ne quitte la région de Toulouse. Toutes les patrouilles sont mises en alerte. Les gendarmes en civil surveillent quant à eux les banques des communes où ont eu lieu les vols. Ils ciblent les jours de fermeture, le créneau où agissent les arnaqueurs. Les parkings des hôtels de la périphérie toulousaine sont passés au peigne fin. La liste des clients épluchée. Les jours passent. La voiture reste introuvable. Aucune trace des escrocs marseillais. Mais les enquêteurs ne vont pas en rester là. Oui, bonjour madame. Vous avez loué un véhicule le 24 avril. Pour mettre hors d'état de nuire les voleurs, Yacout va tenter un énorme coup de bluff. Quand même un risque, quoi. Prise de risque qui sera récompensée. Dans quelques jours, une bonne surprise les attend. À côté des escrocs à la carte bleue qui voyagent de ville en ville, à Toulouse, d'autres délinquants prospèrent. Les revendeurs de cigarettes et de drogue. Ils font désormais partie du paysage. Laurence vient d'attaquer son service de nuit. Après 20 ans de gendarmerie, elle est policière municipale depuis 2009. Avec son équipe, elle patrouille dans le centre-ville. Et son itinéraire n'a rien de touristique. Premier passage obligé, le quartier Arnaud Bernard, à moins d'1 kilomètre de l'emblématique place du Capitole. Le quartier Arnaud Bernard, c'est un haut lieu des trafics en tout genre. Le commerce illicite y a pignon sur rue. Tout le trafic se passe dans ce coin-là, quoi. C'est toutes les rues adjacentes à la place Arnaud Bernard, en fait. Trafic de stupéfiants, trafic de cigarettes. Hein. Voilà, ils sont là. Tous ceux qui sont debout, là, ils restent là. Voilà, il y a des guetteurs et donc ils annoncent nos passages. Là, voilà, il y en a là, 3 là, sur la droite, qui attendent. Ils attendent des clients, ils surveillent. Nous, on passe, on dérange. Et en fait, ça les empêche de faire leur vente, hein, souvent. Un rôle de gêneur. Mais une fois la patrouille passée, le trafic reprend. Pour interpeller les vendeurs, les policiers municipaux doivent surprendre une transaction. Mais difficile de faire un flagrant délit. Alors depuis peu, ils ont un nouvel allié, la vidéosurveillance. 10 nouvelles caméras, avec un objectif clair, faire la chasse au trafic enraciné dans la zone depuis des années. Les images sont visionnées ici, au PC vidéo. Et quelques heures après le passage de la patrouille de Laurence, l'agent identifie une vente suspecte dans le quartier. V19 pour le PC vidéo. On a un individu là qui vient de vendre un paquet de clopes à la sauvette. On a sa planque en visu aussi. Ouais, c'est bien reçu. T'as un descriptif de l'individu? Donc il a un blouson en cuir noir. Voici ce que l'opérateur vient de découvrir. L'homme à la capuche au milieu de la rue, c'est le client. Le vendeur se dirige vers sa planque. Alors il est devant une devanture de boutique et il cache ses cigarettes dans un caisson EDF. Le caisson, c'est un boîtier technique, logé au bas des façades. Une cachette habituelle des vendeurs. Quelques minutes après, le client repart avec un paquet de cigarettes. Dans le quartier, il coûte entre 4 € et 4,50 €, contre 7 dans un bureau de tabac. Ils sont là, tu vois. Hop là, tu le vois, regarde, ils se barrent. Ouais, ça galope là, ça part. À la vue de la patrouille, le vendeur prend la fuite. Vous pouvez vous arrêter, l'individu est rentré au kebab là. C'est lui. Tu le vois? L'homme n'est pas allé bien loin. Il s'est tranquillement installé dans ce restaurant, faisant semblant de regarder le match. Donc il n'y a pas de SRS et... Il ne sait pas qu'il a été filmé et que les policiers ont son descriptif précis. Avant de l'interpeller, Laurence doit découvrir l'objet du délit, les cigarettes. Et sa planque est toujours à droite de la boutique qu'il y a juste avant. Les cigarettes sont bien dans le caisson.
Laurence saisit plusieurs paquets de marques bien connues, importés illégalement de l'étranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des cigarettes de contrebande en fait, qui sont achetées ou en Espagne ou au Pas de la Case et qui revendent à l'unité ici. Le Pas de la Case, dans la principauté d'Andorre, à 2 heures de route de Toulouse. Une destination privilégiée des trafiquants, où les cigarettes sont 2 à 3 fois moins chères qu'en France. Les preuves en main, Laurence lance l'interpellation. Les policiers interviennent en nombre. Ils ne veulent prendre aucun risque. Le quartier leur est hostile. Ils vont le prendre à l'intérieur. Au PC vidéo, les opérateurs n'en perdent pas une miette. Finalement, l'homme se laisse arrêter sans résistance. Après la fouille, il a été conduit au commissariat de la police nationale, où il a été placé en garde à vue. Pour vente à la sauvette, il encourt jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. La patrouille continue. Le jeudi soir, les étudiants sont de sortie. Les bars saturent, les fêtards ont envahi les rues. La nuit est plus qu'arrosée. Verre après verre, certains noctambules sont totalement ivres. C'est alors que la fête peut mal tourner. Sous l'œil des caméras, le lieu de passage entre les bars et les discothèques. Au milieu de la foule, 2 jeunes filles titubent. L'une d'elles perd l'équilibre et s'écroule sur le pavé. Possible de se rendre rue Lafayette, angle Alsace-Lorraine. J'ai 2 jeunes filles alcoolisées qui ont été accostées par un groupe de jeunes. Les 2 fêtards ne cessent de tomber par terre. Un groupe de jeunes accourt pour les aider à se relever. Puis ils les amènent sous un porche, à l'abri des regards. Bienveillance ou malveillance? La police ne sait pas. J'ai un angle mort, j'ai pas de visuel, donc ce serait pour vérifier. Laurence fonce sur les lieux. Les minutes sont comptées. On les a vus là-bas. C'est obligé de... Finalement, les jeunes femmes vont bien. Elles n'ont pas été violentées. Mais les soupçons de malveillance étaient fondés. Leur sac à main est vide, plus de téléphone, plus de portefeuille. Il ne reste qu'une carte d'identité. Les jeunes filles sont étudiantes. 2 cousines d'à peine 19 ans. Vu leur état d'ivresse, elles devraient finir en cellule de dégrisement. Mais les policiers préfèrent leur éviter ça. Ils décident de les ramener chez elles. Comment s'appelle elle? Comment tu t'appelles? On évite de les laisser dehors. Elles sont en danger, elles sont vulnérables. Elles n'ont plus de papier, elles n'ont plus de téléphone, elles n'ont plus rien en fait. Elles n'ont plus d'argent. Elles pourraient se faire agresser sexuellement en fait. Écoute, il faut que là on appelle quelqu'un pour te récupérer. Ok, ça marche. Bon, alors qui? Faut que tu nous dises, faut que tu nous donnes le numéro de ton. Numéro 6, 38. Et dans un éclair de lucidité, la jeune femme se souvient enfin d'un numéro. C'est celui de sa mère. 50. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on le sait. Le policier appelle immédiatement. Soyez prudente, il n'y a pas d'urgence. Je veux dire, on est avec elle maintenant. Tout est sous contrôle, c'est juste, voilà, on ne peut pas les laisser dans la rue comme ça, dans l'état d'assaut. Tu nous entends? Ouais. Tu m'entends? Ouais. Bon, c'est bon, elle est... Tu vois, elle dort, c'est tout. Non, tu cries pas. C'est ça les week-ends toulousains, ouais. Pour Laurence, rien d'étonnant dans cette malheureuse mésaventure. Les jeunes filles ont été victimes d'un stratagème bien rodé qui se joue week-end après week-end dans la ville rose. Effectivement, la technique, c'est des groupes de jeunes qui ne sont pas alcoolisés, qui sont là, ils attendent au coin des rues, et ils attendent de voir passer des jeunes qui sont fortement alcoolisés. À ce moment-là, ils les suivent et après, ça devient des proies pour eux. Et donc, en 5 minutes, ils leur dérobent ce qu'ils ont sur eux. Regardez si vous avez des pickpockets sur la caisse, justement là où vous allez remonter. Ils vont créer Alsace, direction boulevard de Strasbourg. Larcin en cours? Ça s'est produit à 3-4 minutes. Un peu plus tôt, l'opératrice a repéré un surprenant manège, à gauche de l'écran. En apparence, rien d'inquiétant. Ce sont 2 jeunes qui se saluent. Mais ce qui alerte l'agent, c'est cette étrange danse. On l'appelle la danse du pickpocket. Une façon de distraire l'attention. Et juste après, un complice fait les poches de la victime. Le vol a eu lieu il y a quelques minutes à peine. Les pickpockets peuvent être encore dans le secteur. Allez, donne les signalements s'il te plaît. Regarde les capuches là. Alors, premier individu,
jogging bleu, bande blanche, haut noir à capuche. Devant les policiers, cet homme en jogging bleu semble correspondre à la description donnée par le PC vidéo. Pour en avoir le cœur net, Laurence aborde la victime. Monsieur, vous êtes rien fait voler? Si, le téléphone. Xperia T2 Ultra. Ouais, c'est. Ils sont sur les shops ou pas? Ouais, bah chopez-les, ouais. C'est eux là-bas? Ouais. Vous restez là? Ouais, je reste là. Laurence part à la recherche de l'homme au jogging bleu. Le temps de confirmer le signalement avec la victime, le voleur présumé a disparu. La policière sait qu'il faut agir vite, car les pickpockets se débarrassent des objets volés auprès d'un complice, pour ne pas être pris avec l'objet du délit sur eux. C'est eux. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Les policiers fouillent les suspects. Vous avez vidé vos poches, s'il vous plaît? Dans les poches, pas de traces du téléphone volé. Au PC vidéo, l'opératrice vérifie si ces individus sont bien ceux qu'elle a vus dérober le portable. Vous en visuel sur les individus que vous contrôlez, nous par rapport au vol, c'est pas eux. Dans la précipitation, la victime s'est trompée de coupable. Non. C'est ce survêtement qui l'a induit en erreur. Au PC vidéo, on continue de les rechercher activement. Ça s'est remis en route. Quelques heures plus tard, sur la place du Capitole, l'opératrice repère le fameux jogging bleu. C'est le complice. Celui qui le dépasse, avec la casquette à l'envers, c'est le voleur du portable. L'œil de lynx les a retrouvés. Immédiatement alertés, les patrouilles foncent sur eux. Vas-y, Roland, il court. Bonsoir. Le PC vidéo confirme que ce sont bien les pickpockets recherchés. Vous les videz. Les policiers contrôlent les deux jeunes. Alors, l'auteur du vol est celui qui a la casquette beige, pull bleu à capuche, vêtu d'un jean. Affirmatif, avec une veste avec des écritures bleues dessus. Exact. Le voleur est bien là. Mais problème, aucun des deux suspects n'a le téléphone dérobé sur lui. Les pickpockets fonctionnent souvent en bande. Il y a 2 ou 3 qui dérobent, qui agressent les passants qui dérobent, et après il y a d'autres qui arrivent et qui récupèrent la marchandise, et puis, donc ils ont plus rien sur eux. Ça dure en 10 secondes, il n'y a plus rien. En l'absence de l'objet volé, et malgré la vidéo, les policiers sont obligés de les laisser partir. Vous allez me donner votre nom alors? Mais Laurence relève leur identité. Au revoir. Ils sont désormais connus des services de police. 3h du matin, fin de la patrouille de nuit. Au PC vidéo, la veille continue 24 heures sur 24. Retour sur l'affaire des vols de cartes bancaires. Ces escrocs marseillais qui arnaquent les personnes âgées avec une technique insolite. Grâce à un billet de 10 €, ils persuadent leurs victimes de revenir au distributeur et leur subtilisent alors leur carte bleue. Les voleurs comptent une vingtaine de faits à leur actif. Hervé et Sylvain avaient découvert que les malfaiteurs circulent dans une voiture de location. Voilà, ça y est. Ils se sont lancés à sa recherche, mais pendant plusieurs jours, impossible de retrouver le véhicule. Les gendarmes décident alors de tenter le tout pour le tout. De permanence, Yacout reprend le dossier. Avec le commandant, elle décide de tendre un piège au voleur. La sécurité d'Avis. Donc je lui dis que je vais téléphoner moi à la nana, sinon on les aura jamais. Thierry? Leur seule piste, une femme. Souvenez-vous, lorsque les enquêteurs contactent l'agence de location, ils apprennent que c'est une femme qui a loué la voiture. C'est le nom d'une femme, ça. J'ai rien de peine pour voir. Allez. Tu as préparé ton texte? Non. Il faut être crédible. Yacout va se faire passer pour une salariée de l'agence de location et demander le retour du véhicule. Oui, bonjour madame. Vous avez loué un véhicule le 24 avril. Yacout joue gros. Si elle est démasquée, les malfaiteurs risquent d'abandonner le véhicule. De le ramener aujourd'hui.
Alors on a un souci, à savoir que le constructeur, donc Renault, nous demande de rapatrier tous les Renault Capture. Donc est-ce que vous pourriez ramener le véhicule? Et bien sûr, en échange, on vous donnera un autre véhicule, de même catégorie. Yakout sait que son interlocutrice n'a pas la voiture. Ce sont les voleurs qui l'utilisent. Elle espère donc que la femme va les appeler pour qu'ils ramènent le véhicule à Toulouse. Et là, les gendarmes pourront les interpeller. Est-ce que vous êtes sur Marseille? Parce que sinon, vous pouvez le rapatrier à la le plus proche. Yakout met la pression à son interlocutrice. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu nous le ramener aux alentours de 15h, quoi, de manière à ce que nous, on puisse le rapatrier dès ce soir. Ce que ne sait pas la femme au bout du fil, c'est que son téléphone, bien identifié, va être tracé. Yakout fait le pari qu'elle va appeler ses complices immédiatement. Mais rien n'est moins sûr. Parce qu'on prend quand même un risque, quoi. Donc de tout faire capoter aussi. Mais après, à un moment donné, voilà, quand on ne peut plus avancer, on va dire, on est obligé de faire ça, quoi. Sinon, ça ne bougera pas. Les voleurs marseillais vont-ils mordre à l'hameçon et ramener la voiture? Yakout va-t-elle perdre la seule piste qui la relie à ces escrocs à la carte bancaire? Juste après son appel, la femme a bien passé un coup de fil. L'enquêtrice suppose que ce sont les utilisateurs de la voiture. Elle demande alors la géolocalisation des téléphones. Après plusieurs heures, la réponse tombe. Ils sont à Marseille. S'ils ramènent la voiture, ils le feront là où ils l'ont prise, à l'aéroport. Et si le piège fonctionne, ils s'y rendront dans moins de 3 heures. Yakout alerte ses collègues sur place. Et vous les avez vus à l'aéroport ou pas? À peine 1 heure plus tard, la brigade de l'aéroport a repéré le véhicule. Les occupants ont été interpellés. Mais rien ne dit que ceux qui ont ramené la voiture sont les voleurs de cartes bancaires. Il passe à la vue, quoi. C'est bon, quoi. Oui, mais ils sont en train de les contrôler. Non, c'est pas qui c'est. Super. C'est bien l'un des voleurs présumés qui a été arrêté à l'aéroport. Super. C'est bon, vous passez à la vue. Et la fille aussi. Avec la fille aussi, vous passez à faire le deuxième. On démarre. Le piège a fonctionné. Direction Marseille. Il faut aller chercher le voleur présumé et la femme qui a loué le véhicule à son nom. Ils doivent être entendus à Toulouse et le temps presse. Une garde à vue dure 24 heures. Avec un trajet aller-retour de 800 km, Yakout va perdre du temps d'audition. Trois heures plus tard, l'aéroport de Marseille est en vue. Les enquêteurs arrivent dans les locaux de la gendarmerie des transports aériens. C'est cette brigade qui a réalisé les interpellations quelques heures auparavant. La femme qui a loué la voiture est en garde à vue pour complicité. Dans le bureau d'à côté, le conducteur est retenu pour vol en réunion et escroquerie. Donc ne faites pas l'étonner. On a tout de vous, photos, vidéos, manop. Ok, donc on va pas perdre de temps. Non, vous savez pas comment ça veut dire, je sais pas. On va partir à Toulouse. Maintenant, d'accord? Vous serez entendu là-bas. Yakout quitte l'aéroport avec 2 passagers supplémentaires. Le lendemain matin, retour à Toulouse. Après une courte nuit, Yakout fait un point avec Fred. C'est lui qui entend l'auteur présumé des vols. À ce stade de l'interrogatoire, le mis en cause affirme ne jamais avoir quitté Marseille. Vous nous avez déclaré vous servir de la voiture de location, là, le Renault Capture, dans Marseille pour aller travailler et aller voir votre frère. D'accord. Vous avez fait combien de kilomètres en tout? Vous pouvez m'expliquer comment vous avez pu faire 2932 km avec le véhicule en allant de chez vous dans le 15e au snack dans le 15e et chez votre frère qui est dans le 8e? Vous y êtes allé combien de fois en quelques jours? Toute la journée, toute la nuit? À qui? Quel jeune? Vous voulez rien dire? Ah, je suis pas une balance. C'est ça? Ah, bah, il fallait le dire avant. Le mis en cause refuse de reconnaître qu'il était à Toulouse.
Fred va l'attaquer sur un autre angle, ses antécédents judiciaires. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à la justice? Pour quel fait? Stup. Que stup? Stup et vol. Ah, vol de quoi? Agression. Et quoi? Agression. Oui, mais vol de quoi? Qu'est-ce que vous avez volé? Carte bleue, je crois. Ah, une carte bleue, mince. Pour le faire plier, Fred va lui présenter les photos issues des caméras de vidéosurveillance sur lesquelles il a été identifié et reconnu par les témoins. Alors, le Renault Capture, il a été se garer un petit peu par là. D'accord? Là, vous arrivez là. Là, on a la victime. D'accord? C'est un petit papy. C'est facile hein, d'arnaquer des petits vieux comme ça, là. Hein. Ils sont sans défense. On leur pique la retraite. Et ça, franchement, le soir, ça vous fait rien d'avoir volé des petits vieux? Hein? Je sais pas, comment on me fait pour vivre avec ça? Moi, j'y arriverai pas. Mais c'est pas moi qui vole, qu'est-ce que je vais vous raconter? C'est pas moi. Si. J'ai rien à voir. Vous êtes en vidéo sur le truc? C'est pas moi, ça. Malgré les éléments de preuve, le mis en cause n'a pas reconnu les faits. Récidiviste, il a été incarcéré dans l'attente de son jugement. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Depuis cette arrestation, ce type d'escroquerie à la carte bancaire a cessé dans la région de Toulouse. Le travail des gendarmes, c'est aussi de devoir gérer les drames de la vie quotidienne. Ce jour-là, ils vont être confrontés à une affaire bouleversante. Joël vient de porter plainte. Elle accuse de maltraitance l'auxiliaire de vie qui s'occupe de sa cousine, une dame âgée, très diminuée par la maladie. La demande pour effectuer un examen sur la personne de Un matin, l'infirmière qui la soigne remarque une blessure suspecte. C'est l'infirmière qui nous a appelés un matin, un samedi matin. Elle nous a appelés en nous disant « il y a un souci, il y a quelque chose qui ne me plaît pas ». C'est-à-dire? Nadine avait une plaie à la tête. Qu'est-ce qu'elle en a dit de mémoire? Elle a dit que c'était anormal par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas s'être... Elle disait que Nadine ne pouvait pas s'être fait cette plaie toute seule. D'accord. Et c'est là que ça a fait... Oui, on s'est dit, là, il y a quelque chose. Joël et son mari décident alors d'installer une caméra cachée sous la télé du salon, le lieu de vie principal de la malade. À la découverte des vidéos, ils sont effondrés. J'ai pas pu tout regarder. J'ai pas pu tout regarder. Mon mari, lui, en a pleuré. Et moi, j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. Ben, on culpabilise aussi quelque part de ne pas s'être rendu compte de ce qui s'était passé. C'est surtout ça. On est en train de se dire à partir de quel moment tout a commencé et qu'il aurait fallu peut-être le déclic qui n'a pas été fait à un moment donné où il aurait peut-être fallu réagir. C'est surtout ça. Ces vidéos, Yacout et Hervé vont les découvrir à leur tour. Un bien triste spectacle. Sur les images, la vieille dame est à droite. Et à gauche, l'auxiliaire de vie qui s'en occupe quelques heures par jour. Coup de pied, deuxième coup de pied, troisième, et coup de coussin. Face au coup, la septuagénaire, paralysée, ne peut pas se défendre. On voit ses petits rictus, tu vois. Elle a des yeux... Et elle regarde derrière, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle regarde toujours derrière. Et comment elle la regarde, la pauvre? C'est l'amour. Oh là là là. Elle tremble, elle tremble. Elle tremble, elle a peur, la pauvre. Et comment on peut faire du mal comme ça aux personnes âgées? Ah bah dégoûte. Et tu vas voir, elle va lui mettre un coup de coussin dans la tête aussi. Regarde. Oh. Tu peux me dire à quoi ça sert? C'est vraiment de la violence gratuite. C'est de la pure méchanceté. Voilà, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que ça peut être votre mère, votre tante, un membre de votre famille, et puis voilà. Au-delà de l'émotion, ces images sont primordiales pour l'enquête. C'est un élément de preuve. Ces images-là, ça vaut tout écrit, tout procès-verbal. On est sur des violences volontaires habituelles. Et sur ce qu'on a saisi, on est sur une période de 7 jours. Imagine quand même que cette dame subit ça depuis février. Subit ça quand même depuis plusieurs mois. Il est urgent pour les gendarmes de faire cesser de tels agissements. Ils partent pour l'interpellation de l'auxiliaire de vie. Nous sommes dans une commune résidentielle.
au domicile de la personne âgée. L'auxiliaire de vie n'est pas encore arrivé. Alors les gendarmes décident de l'intercepter à l'extérieur de la maison. Pour eux, le profil de la suspecte est plutôt inhabituel. Bonjour madame. Madame Cor. Oh, j'ai aucun papier. Alors on n'est pas là pour les papiers, en revanche vous allez être placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête qui est ouverte pour des violences commises sur des personnes vulnérables. Voilà. Pas, mais non. Comment ? Vous allez pouvoir vous expliquer, mais pour l'instant c'est... L'auxiliaire de vie semble très étonné de la présence des gendarmes. Vous êtes placé en garde à vue. Oui, donc, Bon, on va vous demander donc de nous accompagner à la brigade, et puis à partir de là, voilà. Au poste de gendarmerie, l'auxiliaire de vie est placée en cellule, dans l'attente de son audition. Elle ne sait pas encore que les gendarmes ont des preuves accablantes contre elle. Venez avec moi. Le lendemain matin, c'est Yakout qui va mener l'interrogatoire. Même si les violences constatées sur les vidéos constituent une preuve, l'enquêtrice va tenter d'obtenir des aveux. Pour cela, elle veut mettre l'auxiliaire de vie en confiance, l'inciter à la confidence, et ça passe par une séance de psychologie. Pouvez-vous me dire, par rapport à votre mère, vous vous sentiez comment? Elle était plus forte que vous? Je pense que dans ma vie, j'ai toujours eu des personnes au-dessus de moi. Et vous vous sentiez diminué par rapport à votre mère? Ah, ma mère, oui. Je me sentais diminuée par rapport à ma mère. Est-ce que vous aviez la possibilité de faire face à votre mère? Vu les punitions que je subissais, non. J'ai jamais fait face, elle a toujours décidé pour moi. Elle a toujours décidé pour moi, et vu les punitions que je subissais, non. Que ressentiez-vous pour Nadine? Peu à peu, Yakout recentre ses questions. Est-ce que vous l'avez prise d'affection? Est-ce que... Oui, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça l'autre jour, c'est ce que je disais là. Donc je l'ai prise d'affection. D'ailleurs, j'ai toujours été attirée par les personnes âgées. Après 3 heures d'audition, Yakout décide de faire une pause. Une tactique pour faire monter la pression. Et l'occasion de débriefer. Je vais te dire son problème et de suite. Elle s'est toujours sentie écrasée par sa mère. Elle n'a jamais supporté. Et jusqu'à sa mort, elle n'a pas voulu aller à la mise en bière, peut-être par rancœur. Donc je pense qu'elle a fait un transfert de sa mère. C'est ça. Et tout ce qu'elle n'a pas pu dire à sa mère, eh bien, madame, c'est son défouloir, je crois. C'est pas compliqué. Bon, okay. Donc voilà, donc la raison, après je suis pas psy, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti quand elle m'a raconté son histoire. Et là maintenant je vais lui montrer les vidéos. Pour l'instant, l'auxiliaire de vie ne sait toujours pas qu'elle a été filmée pendant 1 semaine. Allez, alors je vous informe que le couple a placé une caméra dans le salon, à l'endroit où vous lui donnez à manger. 4 DVD. À l'intérieur de ces 4 DVD, on vous voit avec Madame. Mais par contre, je ne vois pas du tout de l'affection. Je vois plutôt une dame qui prend plaisir à faire du mal à cette personne âgée. En fait, vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre. Au vu des vidéos, c'est choquant, c'est insoutenable. Ce que vous avez fait à Madame, c'est insoutenable. Alors pourquoi vous avez fait ça? Je suis pas bien. Mais vous n'êtes pas bien, c'était à votre défouloir, Madame? Non. Allez faire du sport si vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qu'elle a demandé, cette pauvre dame? Rien. Je regrette, sincèrement. Non, mais ça suffit pas, là, va falloir vous expliquer, là. Vous savez ce que vous encourez, là? Une peine de prison. C'est le moment ou jamais, Madame. Est-ce que vous avez des choses à modifier, à ajouter, à retrancher? Maintenant quoi? Que vous êtes prise? Non. Parce que là, j'aurais pas eu ces vidéos, j'aurais entendu que vous étiez la femme parfaite, là, pendant 24 heures de plus. Donc je vais vous montrer les vidéos, ok? À la vue des images, l'auxiliaire de vie reconnaît implicitement les faits. Mais Yakout va enfoncer le clou. On lui tire les oreilles.
Parce qu'elle grince des dents, je ne sais pas qu'elle grince des dents. Et alors, ça mérite qu'on lui tire comme ça, qu'on l'humilie? Voilà, avant de vous donner à manger. C'est honte, je vous en supplie. Non, mais vous allez regarder les images jusqu'au bout. Hein. Commencez pas à me dire j'ai honte à me faire la pauvre malheureuse. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Puis là, vous n'en avez pas assez. Et allez, et voilà, bien, moi, et là. voilà, Qu'est-ce que j'ai? et voilà. Elle tremble, cette pauvre femme. Pour l'enquêtrice, l'auxiliaire de vie ne semble pas sincèrement bouleversé. Vous savez quoi? J'ai même pas l'impression que vous êtes choquée. Hein. J'ai même pas l'impression que vous êtes choquée. Hein. Non mais j'ai honte de moi, c'est ça le pire. C'est tout ce que ça vous fait? Non, j'ai honte là. Alors je vais pas vous montrer toutes les vidéos, hein, parce qu'il y en a 4, hein, de 2 heures à chaque fois. Hein. Mais là, il va falloir vous expliquer. Hein, parce que j'ai honte, je regrette, ça me va pas. Hein. Après une garde à vue éprouvante, l'auxiliaire de vie a reconnu la maltraitance. Mais ce qui étonne Yakout, c'est la froideur de la mise en cause. Je m'attendais à ce qu'elle s'effondre, comme dans tous les cas pratiquement, et là non, pas du tout. Elle est quand même restée stoïque et n'a pas montré d'émotion. Donc hormis dire je regrette, il n'y a pas eu de larmes versées, j'ai pas eu l'impression qu'elle regrettait réellement. À la fin de la garde à vue, l'auxiliaire de vie a été incarcéré. Une information judiciaire a été ouverte. L'auxiliaire de vie encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Grâce au travail de ces enquêteurs, la compagnie de Toulouse Saint-Michel parvient à transmettre à la justice un tiers des affaires qui lui sont confiées.